Antoine Flahault, merci d'être sur France 24. Vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique à l'Université de Genève. Principale mesure donc, on l'attendait, la fermeture des bars, qui reste une mesure donc censée freiner l'accélération du virus. Est-ce que y a un débat sur la question des hauts lieux de contamination? On ne sait pas vraiment où est-ce qu'elle se fait réellement. Est-ce que c'est dans les restaurants, la sphère familiale, les universités? Est-ce que vous suivez du coup la mesure du gouvernement? Oui, bien sûr, c'est une mesure forte, c'est une mesure très impactante, c'est clair sur le plan social et sur le plan économique. Votre reportage l'a bien montré. Maintenant, tous les pays qui s'en sont le mieux sortis sur le plan sanitaire, mais pas seulement sur le plan sanitaire, également sur le plan économique, ce sont ceux qui ont réussi à mettre ces mesures très impopulaires, précocement et suffisamment durablement pour qu'on voit un infléchissement de la courbe qui est absolument capital. On ne pourrait pas se permettre d'avoir des hôpitaux surchargés qui ne soigneraient plus les patients, pas seulement les patients atteints de Covid, mais aussi les autres patients. Donc ces mesures-là sont des mesures qui sont moins fortes qu'un confinement très strict, comme la France l'a connu au printemps dernier, mais qui sont des mesures qui peuvent conduire à vraiment l'infléchissement de la courbe que l'on souhaite. Mais on a du mal à suivre la stratégie. On annonce une fermeture à Marseille, rien à Paris, alors que les indicateurs sont tous aussi mauvais que dans le sud. Le gouvernement n'a pas d'autre choix là que de gérer la situation au jour le jour face à un virus qui est imprévisible. Alors, de la même façon, ce que l'on a pu voir, c'est que la gestion, je dirais, uniforme, nationale, telle qu'elle a été faite un peu dans l'urgence, il faut le dire, au printemps dernier, n'a pas eu beaucoup plus de valeur ajoutée que des mesures plus ciblées, plus ciselées, on va dire, plus chirurgicales, qui visent à s'adapter à la situation épidémiologique. Alors, ça peut paraître parfois des mesures contradictoires. En réalité, elles sont totalement guidés par les indicateurs épidémiologiques, ou le mieux possible. C'est ça qu'il faut voir. On a vu des exemples dans le monde où ces mesures ciblées, parfois sévères, si je puis dire, qui ont été très ciblées sur une ville ou sur une région, en Australie, ont été très, très efficaces et ont permis d'éviter aussi que l'épidémie se répande trop sur l'ensemble du territoire national. On parle de la possibilité d'une deuxième vague en France depuis le mois d'août. C'est vrai que le nombre de nouveaux cas par jour est impressionnant. Le nombre de décès, lui, semble contenu. Comment on explique ce décalage ? Alors c'est une situation un peu paradoxale qu'on voit dans toute l'Europe, où le nombre de décès a été contenu, on va dire, jusqu'à la fin septembre. C'est vrai qu'en Espagne, même en France, on commence à avoir une augmentation de la mortalité. Des chiffres de 30 décès par jour ne sont pas du tout négligeables. Il faut savoir que les accidents de la route, la mortalité routière, c'est moins de 10 décès par jour, et que la plus grande cause de mortalité en France, qui est l'infarctus du myocarde, c'est 90 décès par jour. Donc quand on arrive à des chiffres qui avoisinent ces 90 décès par jour, on se dit qu'on est vraiment dans une maladie qui tue et pour laquelle il faut protéger ceux qui risquent d'en mourir. Donc quelque part, cette situation paradoxale est peut-être en train de nous quitter et on est en train de retourner dans une situation que l'on connaît mieux avec la Covid-19, qui est une situation où la morbidité s'accompagne d'une mortalité élevée et de lits de réanimation qui commencent à être également dans une proportion importante. Et c'est cela qu'il faut éviter à tout prix. Je pense que les mesures actuelles visent à essayer de contrôler cet effet. Il faut au minimum que ce soit contrôlable. Voilà, gagner du temps. Reste que les médecins en réanimation disent qu'on soigne mieux le coronavirus. Où est-ce qu'on en est autour de ce traitement ? Alors c'est tout à fait exact. Il se trouve qu'il y a très peu de maladies, y compris dans notre époque contemporaine, qui en l'espace, disons, de 6 à 8 mois, ont vu leur mortalité chuter de 30 à 50%. Aujourd'hui, on a amélioré le pronostic de 30 à 50% sans
grande innovation thérapeutique. La dexaméthasone, c'est un corticoïde qui est très efficace et qui réduit la mortalité de façon très substantielle en réanimation, mais c'est un vieux médicament, c'est un vieux corticoïde. Alors, il y a d'autres médicaments, le remdesivir, qui est un médicament d'ailleurs qui a été donné au président Trump et qui est un médicament qui aussi diminue la morbidité et permet de raccourcir un peu la durée de la maladie. Donc, il y a aussi des techniques de réanimation qui ont beaucoup progressé avec la connaissance de la maladie. On sait mieux aujourd'hui s'occuper des patients et donc quand on va en réanimation, on a beaucoup moins, presque la moitié, moins de chances, de risque de mourir qu'au printemps dernier. Alors, professeur, vous parliez de Donald Trump. Son chef de cabinet vient d'annoncer qu'il a passé une nuit convenable et que son état de santé s'améliore. Le président est toujours hospitalisé. Il a eu droit à un cocktail expérimental à base d'anticorps de synthèse. Qu'est-ce que l'on sait à propos de ce traitement et qu'est-ce que ça dit aussi de la forme de coronavirus dont souffre Donald Trump ? Alors, ce qui nous est rapporté, c'est qu'il a eu 3 traitements. Le remdesivir dont j'ai parlé, qui est un antiviral, et la dexaméthasone, qui sont finalement les 2 médicaments qui, aujourd'hui, ont fait la preuve de leur efficacité. Donc, ces 2-là, il les a eus. Ce que l'on peut dire, c'est que ce sont des médicaments des formes sévères. Donc, il souffre très probablement d'une forme sévère, suffisamment sévère pour que ces médicaments aient été indiqués et prescrits. Il a eu par ailleurs, en effet, ce traitement qui est expérimental d'anticorps monoclonaux. Alors, les anticorps monoclonaux, ce ne sont pas des médicaments totalement inconnus, hein. Il y a beaucoup de maladies qui aujourd'hui bénéficient de ce type de traitement, en particulier des maladies rhumatismales, donc qui n'ont rien à voir avec les maladies infectieuses et qui sont des médicaments innovants, efficaces et qui réussissent vraiment à apporter un bien thérapeutique. Alors, dans le domaine de la Covid-19, c'est encore une expérimentation. Il y a un essai qu'on appelle de phase 3, très proche de l'autorisation de mise sur le marché, qui a lieu en Grande-Bretagne, mais qui n'est pas encore validé, on va dire. Alors, le président a eu ce médicament prometteur. Est-ce que ça va aider à baisser sa charge virale ? Ça reste encore à voir.